Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous allons reparler de Pompéi et en particulier des papyrus d'Herculanum. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que chaque année, au début du printemps, ils nous ressortent sur Pompéi un sujet, une nouvelle découverte, une trouvaille, pour rappeler au public que Pompéi existe, que Pompéi c'est un miracle, c'est quelque chose de fabuleux et qu'il ne faut pas oublier d'aller y faire une petite visite. Le tourisme, ça s'entretient. Et cette année, le sujet qu'ils nous ont proposé, c'est la lecture des papyrus d'Herculanum. Alors pour moi, il y a aussi cet aspect intéressant, c'est que la toute première vidéo que j'ai faite, qui s'appelait Mystère à Pompéi, eh bien parlait de cette villa du papyrus. Alors d'abord, pour donner un petit peu de contexte, Herculanum est une petite ville située entre le Vésuve et la Méditerranée, à l'ouest du Vésuve, et qui a été engloutie en même temps que Pompéi. Mais à la différence de Pompéi, elle n'a pas subi euh, la pluie de pierre ponce, mais uniquement des coulées pyroclastiques, c'est-à-dire un mélange de cendres, de gaz et de petites roches qui ont dévalé les pentes du Vésuve pour aller s'étendre, se jeter dans la mer. La villa des Papyrus, elle, était située directement en bord de mer, on pouvait y accéder en bateau. Wikipédia d'ailleurs n'hésite pas à souligner qu'en réalité elle était construite dans un endroit très salubre, puisque on y conservait 1 millier de rouleaux de papyrus, des papyrus très précieux et des papyrus qui en même temps sont très fragiles et très susceptibles d'être endommagés par l'humidité. Donc Wikipédia précise, l'endroit était très salubre. Donc c'était une villa, une très riche villa, très belle villa. On nous dit que son propriétaire était le beau-père à Jules César et qu'il était finalement comme une sorte de Bill Gates de son temps, un richissime homme d'affaires. Et évidemment, comme tous les richissimes hommes d'affaires, c'était un philanthrope, un esthète, un ami des arts, etc., etc. Le modèle est toujours le même. Alors de cette villa, eh bien, on a extrait plein d'œuvres d'art, des sculptures qui ornent pas mal de musées dans le monde. Mais depuis sa découverte dans les années 1750, elle n'a pas été excavée. Elle a été explorée uniquement à travers des tunnels par des mineurs qui ont creusé sous la terre pour essayer d'en parcourir les différentes pièces. Et c'est de cette exploration qu'ils ont retiré les œuvres d'art. Mais elle n'a pas encore été excavée, sauf dans un petit coin, l'atrium, ce qui nous permet aujourd'hui de situer son entrée, mais elle est toujours sous terre. Par contre, eh bien, malgré le fait que personne ne l'ait jamais vue, il y en a une reconstitution qui a été faite en Californie par un autre millionnaire, le millionnaire Getty, qui a construit ça sur les côtes vers Malibu. Ces papyrus ont été découverts dans 5 endroits différents de la villa, soit dans des caisses, en instance d'être déplacés, soit dans de petites armoires où ils étaient rangés. Chaque fois s'est produit le même miracle qui a permis la conservation jusqu'à nos jours. Une avalanche de roches et de cendres mêlées à un gaz à très haute température, 300 à 500 degrés, a dévalé la pente, carbonisé les arbres, les poutres, le mobilier et enseveli Herculanum sous une couche d'une vingtaine de mètres de cendres. Ils auraient été carbonisés par une élévation soudaine de la température, mais privés d'oxygène. Ils ont été cuits en quelque sorte à l'étouffer, puisque en présence d'oxygène, ils auraient brûlé, on n'aurait trouvé que de la cendre. Ici, on a trouvé en fait les papyrus transformés comme du charbon de bois. C'est la différence qu'il y a entre du bois qui brûle et qui se retrouve en cendre et celui qu'on fait consumer lentement à l'air libre pour obtenir du charbon de bois. Si les papyrus avaient brûlé, on n'aurait rien trouvé. Alors qu'ici, ils sont encore intacts, bien que complètement carbonisés. Les fibres du papyrus sont toujours présentes, les maintiennent plus ou moins en l'état. Il a fallu également qu'ils soient protégés de l'eau, des eaux de pluie qui migrent à travers le sol. On nous dit ici que le tuff, c'est en fait en quelque sorte cimenté.
cristallisé et qu'il a créé une couche imperméable et qui a évité que les matériaux enfouis souffrent de l'humidité. Et puis il fallait également que les papyrus soient protégés des cendres virulentes. Hein. S'ils avaient été enrobés par la déferlante de matière, on les aurait retrouvés prisonniers du teuf, devenus durs comme de la pierre. Ils se seraient désagrégés pendant l'opération d'extraction. Là, ça a été le rôle des caisses et des armoires qui ont servi de coque protectrice. Il faut se mettre en situation, ne pas se contenter d'admettre ce qu'on nous dit sans réfléchir, mais d'essayer de comprendre la réalité du fait. La réalité d'abord de l'éruption du Vésuve, du déferlement des nuées pyroclastiques. 23 mètres de cendres, ça recouvre tout, ça balaye tout, ça détruit tout. Les toitures s'effondrent, les murs s'écroulent, tout est transformé en ruines et tout est pénétré par le matériau pulvérulent. Ensuite, il faut se mettre en situation de fouille. On nous dit qu'ils ont fouillé des pièces, ils ont trouvé des parchemins dans des caisses, dans des armoires, mais comment cela s'est-il passé? Ils n'étaient pas là avec leur lampe de poche à scruter dans la pénombre et trouver ici une sculpture, là quelques poteries ou encore ces fameux papyrus. Non, c'est d'abord un travail de mineur dans un matériau, le teuf volcanique, une gangue solide, agrégée qu'il faut casser, fracturer à la pioche. Chaque espace de galerie est un espace creusé en arrachant la matière, centimètre cube par centimètre cube. Les armoires et les caisses sont prisonnières de cette gangue, elles n'ont pas été écrasées par les toitures effondrées, elles n'ont pas été éclatées par les murs écroulés, elles sont là, entières, intactes. Il faut les en extraire patiemment, petit à petit, une à une, et la miracle à l'intérieur de ces caisses, à l'intérieur de ces armoires, des papyrus intacts comme au premier jour, n'ayant connu ni les flammes, ni l'eau, ni même la cendre du volcan. Peut-on croire que tant de miracles soient possibles? Il reste à s'équiper de gants blancs, prendre les rouleaux un à un, les ranger dans des petites boîtes protectrices et monter le tout à la surface. Elles seront ramenées à Naples et le roi Charles s'en servira de cadeau qu'il offrira à d'autres princes pour glorifier sa propre grandeur. Ça fait vraiment beaucoup de choses entre ce qu'on trouve dans les musées, ce qu'on nous montre dans les musées, ces espèces de petites bûchettes de papyrus impeccables, et tout ce que ces fameux papyrus ont dû subir, aussi bien lors de l'explosion du Vésuve que lors de l'extraction de la gangue volcanique. Peut-être qu'on nous prend pour des jambons, peut-être qu'ils ont raison de le faire. Depuis leur découverte, il y a eu plusieurs tentatives de lecture. La première est celle de l'abbé Piagot à la fin du XVIIIe siècle. Il invente une machine pour dérouler les rouleaux. Ils sont ensuite dessinés par des personnes qui ne connaissaient pas le grec, revus par des hellénistes, puis à nouveau corrigés si nécessaire par les dérouleurs. Les dessins faits sur place à Naples sont actuellement conservés à Oxford et le site archéologique de Naples possède uniquement des copies de ces dessins originaux, des copies et des copies de copies. Donc. Puis en 1802, Ferdinand III nomme John Hayter, antiquaire et homme d'église, à poursuivre ce travail. Hayter déroule et déchiffre partiellement quelques 200 papyrus, dont les copies sont conservées à Oxford, où elles sont connues sous le nom de Oxford's Facsimile of Herculanum Papyri. Curieusement, tous ceux qui se sont attelés par la suite à ce travail n'ont subi que des échecs, n'obtenant à toute tentative de manipulation que de petits tas de cendres, laissant planer le doute sur l'honnêteté du travail fourni sous la tutelle de Ferdinand III, roi des deux Siciles. La seule preuve qui nous reste ne sont que des facsimilés, donc le témoignage de celui qui fut mandaté et rémunéré par le roi pour obtenir le résultat que le roi voulait qu'il obtînt. En janvier 1816, deux archéologues, Pierre-Claude Mollard et Raoul Rochette, tentent de dérouler un papyrus avec une réplique de la machine de l'abbé Piaggio. Une réplique de la machine de l'abbé Piagot. Cependant, l'ensemble du rouleau est détruit par l'opération sans qu'aucune information ne soit obtenue. En 1877 également, un papyrus est rapporté au laboratoire du Louvre
Un essai pour le dérouler avec un petit moulin a lieu sans succès et aboutit à la destruction partielle du papyrus, laissant seulement un côté intact. Puis en 1969, le Centre international pour l'étude des papyrus d'Herculanum, promouvant le renouvellement des études des textes papyrus, développe une nouvelle méthode de déroulage. Nouvel échec, un des rouleaux se désagrégea en 300 morceaux et un autre se désagrégea aussi, mais de manière plus limitée. Donc on le voit, ce sont seulement les premiers essais qui furent concluants. Tous les essais qu'il y a eu ensuite, eh bien, se sont soldés par des échecs. Personne, en fait, n'arrive à lire ces rouleaux. Jusqu'à notre époque, jusqu'aux années 2000, et en particulier jusqu'à l'intervention de l'intelligence artificielle. À partir des années 2000, de nouvelles méthodes sont mises en œuvre. Renonçant à les dérouler, les papyrus sont d'abord numérisés en imagerie multispectrale, scannés en quelque sorte. Puis à partir de 2009, un programme ambitieux de déchiffrement des rouleaux des papyrus débute. Il utilise la tomographie à contraste de phase à partir de rayons X de l'European Synchrotron Radiation Facility de Grenoble. Mais malgré tout, la visualisation des textes reste décevante. 2 mots et les lettres de l'alphabet grec ont pu être distinguées, mais reste à reconstituer les textes. Pourtant, la présence inattendue de plomb, et avec une concentration élevée, avait ranimé l'espoir des chercheurs qui furent cette fois encore déçus. Cette présence de plomb surprit les spécialistes parce que ce métal n'était pas censé entrer dans la composition des encres romaines. On décida alors qu'on s'était trompé jusque-là et qu'en fait c'était bien le cas. On fait rentrer les faits dans la théorie, ou si ça ne cadre pas, eh bien on modifie la théorie pour la faire concorder à la théorie générale. Les papyrus ne peuvent pas être à une date ultérieure que 79 après Jésus-Christ. Rien ne peut remettre en cause cette idée-là. Et pas même la présence d'encre qui n'était pas attendue dans ces papyrus. Et puis ce qui va nous intéresser, ce dont finalement je voulais parler au début, qui m'amène à ce que je vais dire maintenant, bien que ce soit finalement qu'un petit détail de l'affaire, eh bien, à partir de 2023, la lecture des papyrus a fait des progrès décisifs grâce à l'association des scans à tomographie de masse et de l'intelligence artificielle. En mars 2023, donc il y a un peu plus d'un an, 2 mécènes, des géants de la Silicon Valley, lancèrent un concours doté d'un prix d'1 million de dollars pour qui arriverait à décrypter un premier échantillon de papyrus sans avoir à les dérouler pour ne pas les endommager. Dès l'année suivante, donc printemps 2024, le site du Vesuvius Challenge annonce les trois gagnants du Grand Prix. Travaillant en équipe, Youssef Nader, Luc Faritor et Julian Chiliger ont réussi à récupérer 4 passages de 140 caractères chacun, soit 5% du rouleau, avec au moins 85% de caractères déchiffrables. La méthode utilisée et documentée est largement décrite par Youssef Nader dans son blog. Elle repose d'une part sur l'entraînement d'un modèle de reconnaissance d'image à partir d'une segmentation et d'un mapping 3D des scans du rouleau. D'autre part sur l'étiquetage manuel dans Photoshop des lettres obtenues pour un réentraînement. Leur contribution contenait également 11 colonnes supplémentaires pour plus de 2000 caractères au total. Alors évidemment, il n'est pas dans notre intention de donner plus de détails sur le procédé utilisé, d'abord parce que nous n'y comprenons rien, mais celui-ci aurait été validé par les organisateurs du concours et les étudiants ont pu empocher 700 000 $ de prix. Il nous faut simplement souligner l'opacité du procédé. Un peu à la façon de la datation carbone 14, une méthode qui ne peut en aucune façon être contrôlée depuis l'extérieur. L'objet est introduit dans une machine et la machine qui donne le résultat. Ce résultat, produit par la machine et primé en milliers de dollars, est un résultat qui satisfait tout aussi bien l'équipe concurrente qui empoche le prix, l'équipe qui organise le concours puisqu'elle obtient finalement ce qu'elle voulait, un résultat, c'est-à-dire la lecture du texte, mais aussi le public qui s'enthousiasme comme un enfant des progrès technologiques, mais aussi des nouvelles connaissances sur une antiquité imaginée, rêvée
enchanteresse. Tout le monde y trouve son compte, la vérité, certainement pas. Surtout finalement pour nous qui avons déjà compris par d'autres moyens qu'il ne s'agit que d'une supercherie, d'une entourloupe, d'un attrape-gogo en vue de propagande. Alors autre question, que contiennent ces papyrus? Bien qu'on ne sache plus les lire, les premiers travaux ont établi qu'il s'agissait principalement de textes philosophiques et poétiques grecs, et quelques textes latins. Les textes contenus dans cette bibliothèque sont soit des textes épicuriens de première main rapportés par Philodème d'Athènes, et dont les auteurs sont Épicure et ses successeurs, et Marc, Métrodore, etc., soit des notes rédigées prises par Philodème et résumées, soit des notes rédigées prises par Philodème et résumant les conférences de son maître Zénon de Sidon. Donc sans doute que les savants qui nous en parlent ont-ils de gros talents de devin, faute de capacité à les lire. En tout cas, l'extrait récemment déchiffré nous parle du plaisir et de l'abondance des biens. Cela n'est pas anodin. La fonction première de Pompéi est de donner corps à une antiquité romaine qui jusque-là était surtout littéraire. En effet, ce ne sont pas quelques ouvrages comme le Colisée, diverses arènes ou encore les aqueducs qui authentifient la Rome antique, mais bien le site de Pompéi, dont tout le monde peut contempler les ruelles de ses propres yeux. Mais Pompéi, ce n'est pas que cela. Pompéi, c'est également un support idéologique, une société du passé qu'on veut présenter en modèle d'une société future. Il y a la question des mœurs, une société où la prostitution tient la place centrale. Le corps de l'esclave appartient à son maître qui peut le prostituer à l'envie. Une sexualité sans culpabilité qui s'adonne aussi bien à l'hétérosexualité qu'à l'homosexualité. Et puis sur le plan philosophique, un pur matérialisme. On nous fait croire que ces Romains étaient d'abord des esprits éclairés qui étudiaient la philosophie et s'adonnaient à la poésie. Ils sont les inventeurs de la République, ce modèle tant admiré qui, aujourd'hui, nous constitue en tant que nation. La philosophie contenue dans les papyrus d'Herculanum est celle d'Épicure, une philosophie purement matérialiste. Voilà ce qu'on trouve dans Wikipédia à ce sujet. La philosophie d'Épicure est d'abord fondée sur une théorie physique issue pour une grande partie de la physique de Démocrite. Tout ce qui existe est composé d'atomes qui se meuvent dans le vide par des mouvements aléatoires. Tout doit son existence à la rencontre des atomes, même les dieux qui sont immortels et indifférents aux affaires humaines. Il n'y a pas de providence, l'âme n'est qu'une partie du corps composée aussi d'atomes qui se dispersent à la mort. Il n'y a pas de vie après la mort, pas de destin, pas de finalité. L'épicurisme est un matérialisme radical. Ainsi, ce matérialisme que les archéologues découvrent est donc parfaitement en phase avec le matérialisme que l'oligarchie promeut. Parce que le culte du plaisir, la recherche des biens de ce monde, la jouissance de leur consommation, c'est bon pour le commerce, c'est bon pour les affaires. On l'a vu également dans les vidéos sur la fausse littérature au Moyen-Âge, la fausse littérature qui est produite par les Médicis, par les marchands de Florence. Eh bien, c'est précisément cette philosophie matérialiste qui donnera l'humanisme athée, qui est finalement la philosophie qui constitue notre monde moderne, la philosophie du monde de l'argent. Et il n'y a pas à s'étonner ici de voir dans cette maison qu'on dit appartenir à un riche marchand romain, eh bien finalement l'idéologie, la philosophie qui est promue encore aujourd'hui par les riches marchands de notre temps, les philanthropes de notre temps, les Bill Gates d'aujourd'hui. Gageons que la lecture de ces papyrus va s'accélérer, que nous pourrons bientôt y lire des textes de la grande poétesse Sappho, que nous ne connaissons que par sa réputation puisque son œuvre est portée disparue. Nous en saurons davantage sur une homosexualité antique vécue librement. Peut-être même aurons-nous des révélations sur le transgenrisme antique. Tout est possible puisque tout est artificiel. Pour résumer, des papyrus d'une grande fragilité, conservés
en bord de mer et qui ont résisté d'abord à une déferlante de cendres volcaniques de plus de 20 mètres d'épaisseur, qui ont ensuite patiemment attendu 16 siècles avant qu'on les découvre sans être davantage altérés. Et après 250 ans de recherche infructueuse, la prouesse de l'ingénierie moderne nous révèle enfin leur contenu, sans que pourtant aucun être humain n'y ait réellement accès. La science, c'est une forme de magie moderne, une magie faite pour tromper, une magie faite pour manipuler. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.